J'ai vu plusieurs fois des articles de presse dire qu'il y avait des confrères qui avaient été sanctionnés en France pour l'utilisation de l'IA. Les journalistes eux-mêmes utilisent l'intelligence artificielle pour générer leurs articles. Et on est tombé là dernièrement sur plusieurs articles qui disent que des avocats ont été condamnés, ce qui est entièrement faux. L'intelligence artificielle n'est pas interdite en elle-même. On a le plaisir aujourd'hui d'être à la Halle de l'Innovation, un lieu où innovation et tradition se rejoignent ici à Montpellier. Et on est très heureux de retrouver encore une fois, c'est pas la première fois, Arnaud Di Meglio, avocat, qui va avoir le plaisir aujourd'hui de nous parler justement de l'IA qui aujourd'hui est une révolution, en bien ou en mal. Ça, c'est un autre débat. Vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas déjà abonné, pensez à vous abonner. Et sans plus attendre... Donc, je suis intervenu tout à l'heure sur les questions de IA et déontologie, parce qu'en fait, de plus en plus de confrères d'avocats utilisent l'intelligence artificielle dans le cadre de leur activité. Et l'enjeu pour nous, c'est d'avoir tous les bénéfices de cette nouvelle technologie sans encourir les risques, notamment de responsabilité déontologique. Et donc, on a des guides qui nous aident au niveau professionnel pour que on puisse respecter nos obligations. Et ensuite, il y a aussi toute une jurisprudence qui a été rendue aux États-Unis, en Europe. Et il faut éviter, en réalité, en tant qu'avocat, d'engager sa responsabilité à cause d'hallucinations juridiques, à cause de fausses jurisprudences. Qu'est-ce que c'est justement ces hallucinations juridiques? Parce que nous, on a très souvent une difficulté, c'est qu'on a des clients qui nous sortent des jurisprudences, des analyses de nos propres conclusions et qui nous contraignent à challenger et à aller vérifier leurs informations. Qu'est-ce que tu en penses toi, par rapport à ça? Alors, les IA génèrent de fausses jurisprudences, de fausses interprétations, de fausses lois. Donc, il faut faire attention aux résultats obtenus grâce à l'intelligence artificielle. Pourquoi ils font ça? Elles sont programmées pour faire ça ou Alors, parce qu'en fait, elles ne travaillent pas sur des bases de données spécifiques, comme des IA juridiques spécialisées. Donc, il faut faire attention et il faut distinguer. En fait, il y a des IA généralistes comme OpenAI, ChatGPT, qui peuvent être dangereuses parce que justement, elles n'ont pas été entraînées à travailler sur des bases spécifiques. Et d'un autre côté, il y a des IA juridiques qui travaillent sur des informations vérifiées, des sources, avec une limitation des hallucinations. Donc, il faut bien choisir aussi sa base de données pour pas tomber dans le piège d'une hallucination, parce qu'ensuite, c'est sa responsabilité qui peut être engagée. On peut avoir des difficultés au niveau déontologique parce qu'on est tenu à une obligation de prudence, de diligence, ou bien voir sa responsabilité engagée tout simplement vis-à-vis du client. Alors toi, comment tu réagis lorsque le client te dit « Moi, je veux que vous ajoutiez ces éléments-là, je les ai trouvés sur ChatGPT, je sais que c'est bon, vous devez les mettre ». Ça m'est arrivé déjà à plusieurs reprises qu'un client me recommande d'utiliser des jurisprudences qu'il avait trouvées sur l'intelligence artificielle. Après vérification, il s'avère qu'elles sont complètement fausses. Donc évidemment, à ce moment-là, on explique au client que c'est pas dans son intérêt qu'on utilise de fausses jurisprudences. Et il faut déjà éduquer en fait nos clients, leur expliquer que l'intelligence artificielle générale est source d'hallucinations. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui pensent encore que l'intelligence artificielle est meilleure que nous, qu'elle a réponse à tout et qu'elle ne commet pas d'erreur. Donc il y a une formation à faire de nos propres clients. Toi, tu fais aussi partie des membres du Conseil de l'Ordre à Montpellier et si je me souviens bien, tu me corrigeras, tu fais partie notamment de cette commission innovation et communication. Par rapport à la position de nos instances, c'est quoi sur l'IA? Est-ce qu'elles en ont peur? Est-ce qu'elles veulent l'encadrer? Cette commission qui a été créée par le bâtonnier Pierre Lafont et Marie-Pierre Vidal-Sal, elle a consisté à négocier des partenariats entre le barreau et des éditeurs juridiques. Et donc, ça a permis aux avocats cette année de bénéficier de prestataires d'IA juridique à moindre coût. Donc, ça a été ça l'objet de cette commission innovation et IA cette dernière année. Et là, on négocie en fait de nouveaux partenariats et on est en discussion avec les éditeurs IA pour que les confrères puissent utiliser en fait des outils qui soient sécurisés et qui soient moins dangereux, moins risqués que s'ils utilisaient par exemple un ChatGPT. C'est quoi le risque là, pour nos auditeurs qui ne sont pas avocats? C'est quoi le risque d'avoir des outils IA très chers pour les avocats? C'est quoi le risque qu'on pourrait avoir? Tu as évoqué le fait que vous négociez des partenariats. Quel est l'enjeu pour le barreau de négocier des partenariats? Alors l'enjeu, c'est de bénéficier de ces outils à moindre coût parce que les licences coûtent cher. Les éditeurs qui ont mis en place l'intelligence artificielle sur leur base de données facturent leurs prestations et donc l'enjeu, c'est de diminuer le tarif, le prix de ces intelligences artificielles pour qu'un maximum
de confrères puissent l'utiliser pour que tout le monde ait sa chance de se mettre au pied à l'étrier de l'intelligence artificielle. Et ça participe aussi non seulement de notre liberté d'exercer, mais aussi d'une certaine égalité pour que ce ne soit pas uniquement les gros cabinets qui puissent bénéficier de l'intelligence artificielle, même les petits. Et là, ce qu'on a négocié l'année dernière, c'est une gratuité pour les avocats qui ont moins de 2 ans de barre, par exemple. C'est effectivement important, c'est si on ne met pas à disposition des outils en essayant de mutualiser les frais, on risque d'avoir effectivement une distorsion et une rupture d'égalité devant les armes, une rupture donc devant le procès équitable, parce qu'on aurait des gros cabinets qui auraient les moyens de s'offrir des services topissimes, et à l'inverse, des petits confrères, des petits avocats qui pourraient pas s'offrir ces mêmes services et donc avoir les mêmes chances de succès. Ça, c'est quelque chose qui est important, je trouve qu'il faut le rappeler, parce que nos viewers ici ne sont pas forcément informés que c'est très cher. Ils ne sont pas informés aussi de l'enjeu de l'IA par rapport à notre pratique d'avocat. Et donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était bien que tu reviennes dessus. Cher Arnaud, à côté des hallucinations, est-ce qu'il y a d'autres enjeux comme la confidentialité ou la protection des données personnelles? Alors, cet enjeu de la confidentialité, il est fondamental parce qu'en tant qu'avocat, on est tenu à une obligation de confidentialité, de secret professionnel. Et lorsqu'on utilise une intelligence artificielle, il faut veiller à ne pas communiquer des données confidentielles à l'intelligence artificielle qui, en plus, pourraient être réutilisées et divulguées à d'autres personnes. Donc, l'enjeu d'un point de vue déontologique, c'est aussi d'alerter les confrères pour leur dire utilisez des intelligences artificielles qui sont sécurisées, qui sont adaptées, pour que, contrairement à une IA généraliste, vos données partent pas dans la nature, pour qu'elles restent cloisonnées, confidentielles, dans un environnement compatible RGPD et conforme aux règlements sur l'IA. Donc en fait, on a des règles à respecter qui sont spécifiques en tant qu'avocat et on a aussi des IA juridiques qui vont être spécifiques, sécurisées, qui vont nous permettre, qui vont nous aider à respecter cette obligation de confidentialité. Donc l'enjeu, c'est d'informer les confrères sur les risques encourus s'ils utilisent une IA à caractère général et qui n'anonymise pas. Il faut, au contraire, les informer qu'il faut qu'ils utilisent une IA spécifique avec donc toute la sécurité qui va avec. Ce matin, j'avais envie qu'on revienne dessus. Tu parlais de condamnation de clients ou de confrères qui avaient utilisé l'IA. Est-ce que tu peux nous en faire un résumé en quelques minutes sur ce sujet-là? Parce que je trouve que c'est fondamental. J'ai vu plusieurs fois des articles de presse dire qu'il y avait des confrères qui avaient été sanctionnés en France pour l'utilisation de l'IA. Je trouve que c'est important de... Voilà, exactement. Et merci de me faire rebondir là-dessus parce que les journalistes eux-mêmes utilisent l'intelligence artificielle pour générer leurs articles. Et on est tombé là dernièrement sur plusieurs articles qui disent que des avocats ont été condamnés parce qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle, ce qui est entièrement faux. Il y a eu à ce jour en France aucun avocat qui a été condamné parce qu'il a utilisé l'intelligence artificielle. Donc non seulement nous on doit faire attention lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle à ne pas générer de fausses références juridiques, mais en plus il faut faire attention maintenant quand on lit des articles à ne pas utiliser des articles qui ont été générés par l'intelligence artificielle. La réalité, c'est qu'en France, pour l'instant, les juges se contentent soit de rejeter les demandes, parce qu'il y a des justiciables de plus en plus qui utilisent l'intelligence artificielle et en fait, ils se trompent dans leurs références, soit les jurisprudences en France avertissent les avocats qu'il ne faut pas qu'ils utilisent l'intelligence artificielle dans le cadre de leur activité s'ils ne vérifient pas leurs sources. Ils n'utilisent pas n'importe comment, en fait. Voilà, n'importe comment, exactement. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas interdite en elle-même, mais il faut vérifier les sources auxquelles elle nous donne accès, parce que la problématique, c'est qu'elle génère de fausses données. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de condamnation. Il y a surtout des avertissements qui sont faits par les magistrats et des rejets d'affaires. Donc, c'est là où c'est important aussi d'informer les justiciables. Attention à ne pas idéaliser l'intelligence artificielle. Il faut continuer à recourir à des avocats qui eux-mêmes vont vérifier les sources juridiques et vont pouvoir le mieux vous aider pour réussir votre affaire. C'est bien d'avoir fait ce rappel parce que moi je pensais aussi qu'il y avait eu des avocats condamnés alors qu'en fait aujourd'hui ce n'est pas le cas. Alors, ça veut pas dire que ce sera jamais le cas. Et on voit qu'en réalité, s'il y a des sujets qui vont tomber, s'il y a des sujets qui tombent à l'avenir, ce sera surtout sur la confidentialité, de la RGPD, et éventuellement peut-être sur des débats d'honoraires, parce que se posera la question, si mon avocat est capable aujourd'hui de générer un travail en quelques minutes, pourquoi me facture-t-il plusieurs heures?
Et là, pour ceux qui font de la facturation à l'heure, ça risque de changer un peu le modèle économique. Absolument, mais bon, en même temps, on permet aux clients de bénéficier d'une nouvelle technologie et il faut aussi vérifier les sources à chaque fois. Donc, il ne faut pas croire qu'il y a uniquement un gain de temps. L'IA aussi nous demande d'effectuer ces vérifications qui prennent du temps. Donc, je dirais que ça va dépendre. Dans certains cas, peut-être qu'on va gagner du temps, mais dans d'autres cas, on ne va pas forcément gagner parce que nos clients eux-mêmes l'utilisent et qu'il faut vérifier aussi ce qu'ils nous communiquent. Le mot de la fin, mon cher Arnaud, sur quoi tu voudrais clôturer ou ouvrir le débat pour une prochaine vidéo? Le mot de la fin, c'est qu'on a la chance d'avoir de nouvelles technologies qui se développent. C'est à nous de les saisir, de les utiliser avec précaution. Il suffit simplement de bien maîtriser ces nouvelles technologies pour qu'on puisse en bénéficier. Mais il faut quand même garder en tête le risque qu'on encourt. On peut te rejoindre sur ta chaîne YouTube? Oui, venez si vous voulez sur ma chaîne YouTube. Alors je ne suis pas aussi fertile que David, mais de temps en temps, vous verrez des vidéos sur le sujet du droit du numérique et du droit à la communication. Ta chaîne YouTube? Arnaud Di Miglio. Arnaud Di Miglio. On vous mettra un lien dans la description de la vidéo, évidemment. Donc pensez à rejoindre la chaîne d'Arnaud pour des contenus sur des thématiques très précises qui seront, j'imagine, vous ravir, tout comme ceux que vous voyez sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne font pas d'abonnés, c'est plus de 50% d'entre vous, pensez à le faire. Ça ne mange pas de pain et bien entendu, ça nous donne beaucoup d'engouement pour la suite. Et bien entendu, on revient très bientôt pour d'autres sujets en lien avec nos libertés fondamentales. Un petit pouce et un commentaire, dites-nous ce que vous en avez pensé. À bientôt!